Sur les quais de la Seine à Paris, sous un ciel gris de novembre, j'ai trouvé mon fils assis sur un banc en bois avec mon petit-fils et 2 sacs de sport. Tout ce qu'il possédait était entassé dans cette toile délavée. Je venais de terminer une réunion dans le quartier d'affaires de la Défense quand je les ai aperçus, fixant les eaux froides du fleuve. J'ai garé ma voiture si brusquement que les pneus ont crissé sur le bitume mouillé. Alexandre n'a pas levé les yeux avant que je ne sois planté juste devant lui. Ses yeux étaient creux, épuisés, le regard d'un homme qui avait mené une guerre pour laquelle il ne s'était jamais engagé. Papa. Léo a couru vers moi immédiatement, ses petits bras s'enroulant autour de mes jambes. Papy, papa dit qu'on doit trouver une nouvelle maison. Est-ce qu'on peut habiter chez toi? Je me suis accroupi à sa hauteur, écartant une mèche de cheveux de son front. Bien sûr que oui, mon grand. J'ai regardé mon fils. Pourquoi tu n'es pas au bureau? La voix d'Alexandre s'est brisée lorsqu'il a parlé. Viré ce matin. Victor a convoqué un conseil d'administration sans m'en parler. Il a dit que notre famille n'était pas assez raffinée pour perpétuer le nom des de Rostand. Il m'a évincé avec les autres directeurs. Éléonore a fait changer les serrures pendant que je vidais mon bureau. Les mots sont restés suspendus dans l'air glacial de la capitale. 4 années à regarder mon fils essayer de gagner le respect de gens qui avaient déjà décidé qu'il ne serait jamais à la hauteur. 4 années à entendre Victor de Rostand expliquer, à chaque dîner de famille, pourquoi certaines lignées comprenaient naturellement le succès tandis que d'autres ne faisaient que trébucher dessus. J'avais tenu ma promesse de ne pas m'en mêler. Cette promesse est morte à la seconde où je les ai vus sur ce banc. Monte dans la voiture, ai-je dit doucement. Je ne sais pas où aller, papa, a soupiré Alexandre, les épaules affaissées. Éléonore a tout pris. La maison de Neuilly est à son nom. Les comptes sont gelés. Elle a dit que son père ferait en sorte que je ne retrouve jamais de travail à Paris. Léo a tiré sur ma manche. Maman a jeté les vêtements de papa sur la pelouse. Les voisins regardaient. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus réfléchi, de plus patient. J'ai ramassé les 2 sacs de sport et j'ai fait un signe de tête vers ma Mercedes. On rentre à la maison. On va régler ça. Ce que je n'ai pas dit à Alexandre, c'est qu'il n'y avait rien à régler. Je réglais ce problème depuis 4 ans, en observant, en attendant, en documentant chaque insulte et chaque affront. Victor de Rostand venait de commettre la pire erreur de sa vie. Il pensait avoir affaire à un vieil homme à la retraite qui avait eu de la chance dans le bâtiment. Il n'avait aucune idée qu'il s'en prenait à la personne qui signait ses chèques de paie depuis le début. Bienvenue sur notre chaîne. Si cette histoire résonne en vous, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer les notifications pour découvrir d'autres récits puissants. Nous sommes curieux, d'où nous regardez-vous? Partagez votre ville ou pays dans les commentaires. Attention, ce récit combine des éléments de fiction avec des thèmes du monde réel pour un effet dramatique et pédagogique. Les noms et les lieux ont été adaptés, mais les leçons sur la loyauté, la stratégie et la famille sont tirées d'expériences humaines authentiques. Nous avons roulé vers le sud de la région parisienne en silence. Léo s'est endormi en quelques minutes, la tête posée contre l'épaule de son père. Je les observais dans le rétroviseur. Mon fils, qui avait vieilli de 10 ans en une seule matinée. Mon petit-fils, qui croyait encore que les grands-pères pouvaient tout réparer. J'ai bâti le groupe Lefebvre sur 40 ans, ai-je dit alors que nous traversions la banlieue sud. J'ai commencé avec un seul chantier de rénovation en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, nous gérons des projets commerciaux dans toute la France. 800 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Alexandre connaissait les chiffres, mais j'avais besoin de les dire à voix haute. Ce qu'il ne savait pas, c'était le reste. Il y a 4 ans, j'ai racheté Rostand Immobilier par le biais d'une société écran domiciliée au Luxembourg, ai-je poursuivi. L'acquisition était totalement anonyme. Victor n'a aucune idée de qui possède réellement son entreprise. Alexandre a relevé la tête brusquement. Quoi? J'ai gardé les yeux fixés sur la route. Quand tu es venu me voir il y a 4 ans, tu as dit que tu voulais faire tes preuves par tes propres moyens. Tu voulais gagner le respect, pas l'hériter. Tu m'as demandé de ne pas interférer dans ton mariage ou ta carrière. Alors, on a fait un marché. Je n'interviendrai pas à moins que tu ne me le demandes. Mais papa, ça veut dire. Ça veut dire que Victor de Rostand travaille pour moi depuis tout ce temps?
Chaque prime qu'il a perçue, chaque décision exécutive qu'il a prise, tout cela s'est passé au sein d'une entreprise qui m'appartient. Il est mon employé depuis 4 ans sans le savoir. Le silence s'est étiré entre nous. Léo a bougé légèrement mais ne s'est pas réveillé. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que tu m'as demandé de ne pas m'en mêler. Tu avais besoin de savoir que tu pouvais voler de tes propres ailes. J'ai croisé son regard dans le rétroviseur. Mais ce marché a pris fin à la seconde où je vous ai vu, Léo et toi, assis sur ce banc avec vos vies entassées dans 2 sacs. Alexandre a dégluti difficilement. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai souri, mais il n'y avait aucune chaleur dans mon expression. Victor voulait jouer à des jeux de lignée et de noblesse. Maintenant, il va apprendre que dans mon monde, la seule chose qui compte, c'est celui qui détient les titres de propriété. Et je détiens tous les titres qui comptent dans sa vie. Les grilles de ma propriété dans la vallée de Chevreuse sont apparues à travers les arbres d'automne. 8 hectares de forêt et de jardin, la maison que j'avais construite de mes propres mains il y a 30 ans, à l'époque où je maniais encore le marteau avec mes ouvriers. La maison. Alexandre a regardé la propriété par la fenêtre. Je n'avais aucune idée que tu possédais Rostand Immobilier. Personne ne le sait. C'est tout l'intérêt. Je me suis garé devant la bâtisse principale et je me suis tourné pour faire face à mon fils. Victor de Rostand pense qu'il t'a détruit aujourd'hui. Ce qu'il a réellement fait, c'est déclarer la guerre à quelqu'un qui a passé 4 ans à se préparer exactement pour ce moment. Chaque insulte qu'il t'a lancée, je l'ai cataloguée. Chaque commentaire condescendant sur ton éducation, tes origines, ta famille, je m'en suis souvenu. Je montais un dossier, Alexandre, et maintenant, je vais le présenter. À l'intérieur, j'ai installé Léo dans l'une des chambres d'amis pendant qu'Alexandre s'asseyait dans mon bureau, essayant encore de tout digérer. Quand je suis revenu, il tenait un verre de cognac avec des mains tremblantes. Les 2 Rostand ont le bras long, a-t-il dit. Victor joue au golf avec des juges. Le frère d'Éléonore travaille à la direction de la police judiciaire. Ils vont m'enterrer sous les avocats. Je me suis assis en face de lui. Laisse-moi t'expliquer quelque chose sur les relations. Les relations de Victor sont mondaines. Les gens lui sourient parce qu'il organise de belles réceptions et fait des dons aux bonnes œuvres de charité. Mes relations sont structurelles. Je possède les immeubles où travaillent ses amis. Je fournis les matériaux pour leurs projets immobiliers. Je détiens les hypothèques des propriétés qu'ils pensent posséder. Il y a une différence entre être populaire et être puissant. Alexandre m'a regardé avec un mélange d'espoir et de peur. Que prévois-tu exactement? L'heure des comptes, ai-je dit simplement. Mais d'abord, j'ai besoin que tu comprennes ce qu'ils t'ont fait. Parce que c'est pire que tu ne le penses. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'en ai sorti un dossier noir. Marc Dubois, mon chef de la sécurité, me l'avait fait livrer ce matin-là. Je me doutais que quelque chose n'allait pas depuis des mois. Les preuves ont confirmé tous mes soupçons et révélé des crimes que je n'aurais jamais imaginés. Ça va être difficile à entendre, ai-je prévenu Alexandre. Mais tu dois tout savoir avant que nous passions à l'action. Il a posé son cognac et a hoché la tête. Je suis prêt. J'ai ouvert le dossier sur le premier document. Il y a 6 mois, Rostand Immobilier a commencé à rater ses prévisions trimestrielles. Pas de beaucoup au début, mais la tendance était constante. Baisse des revenus, hausse des dépenses, explications vagues. J'ai demandé à Marc d'enquêter. Ce qu'il a trouvé va bien au-delà d'une mauvaise gestion. Alexandre, il y a 17 emprunts totalisant 20 millions d'euros qui ont été contractés à ton nom au cours des 18 derniers mois. Le visage d'Alexandre a pâli. De quoi tu parles? Je n'ai aucun prêt. Toi, non. Mais quelqu'un utilisant ton identité, oui. Je lui ai fait glisser les documents. Chaque demande de prêt porte ta signature, ton historique d'emploi, ton numéro de sécurité sociale. Sauf que tu n'as jamais signé ces demandes. Elles ont été falsifiées à partir d'échantillons de ta vraie signature tirés de documents de l'entreprise. Ses mains tremblaient pendant qu'il feuilletait les pages. 20 millions. Comment est-ce possible? Victor avait accès à toutes tes informations personnelles via l'entreprise. Éléonore a probablement fourni le reste. Des documents de la maison, des relevés bancaires, n'importe quoi avec ta signature. Ils ont utilisé une falsification numérique sophistiquée pour créer des demandes de prêts capables de passer les contrôles initiaux. La garantie de ces prêts,
ai-je continué, c'est Rostand Immobilier elle-même. Quand les prêts seront en défaut de paiement, et ils le seront parce que les remboursements ont déjà cessé, les banques saisiront l'entreprise. Mais voici la partie astucieuse. Ils ont structuré la chose pour que tu sois personnellement désigné comme garant. Tu serais redevable de 20 millions d'euros que tu n'as jamais empruntés. Tu ferais face à la faillite personnelle, et possiblement à la prison. Alexandre avait l'air de vouloir vomir. Ils me piégeaient pour que je porte le chapeau de leur fraude. Ce n'est pas tout, ai-je dit, la voix dure. J'ai sorti un deuxième ensemble de documents. Marc a trouvé les images des caméras de sécurité de votre maison. Des caméras cachées, du genre de celles qu'on utilise pour surveiller les nounous, sauf qu'elles ne surveillaient pas la nounou. Depuis 8 mois, Éléonore t'enregistre. Chaque dispute, chaque moment de frustration, chaque fois que tu as élevé la voix, même un peu. Il m'a dévisagé, sans comprendre. Pourquoi est-ce qu'elle m'enregistrerait? Pour monter un dossier. Je lui ai montré une transcription. Ces extraits allaient être présentés à un juge aux affaires familiales comme preuve que tu es émotionnellement instable, agressif, dangereux pour Léo. Les enregistrements sont montés pour supprimer le contexte. Dans un extrait, tu cries. Ce que le son ne montre pas, c'est que tu criais parce que Léo courait vers une rue très fréquentée. Dans un autre, tu claques une porte. Le son ne capture pas le fait qu'Éléonore venait de te dire que ta mère n'était qu'une moins que rien qui s'était mariée au-dessus de sa condition. Une bataille pour la garde, a dit Alexandre lentement, l'horreur l'envahissant. Ils allaient m'enlever Léo. Garde exclusive pour Éléonore, visite médiatisée pour moi, au mieux. Combiné aux accusations de fraude, tu aurais été dépeint comme un criminel et un père indigne. Le temps que les avocats en aient fini avec toi, Léo se souviendrait à peine qu'il avait un père. Les larmes ont monté aux yeux d'Alexandre, mais il les a refoulées. Pourquoi? Pourquoi ferait-il ça? J'ai fermé le dossier. Parce que tu n'étais jamais censé réussir. Victor t'a laissé épouser Éléonore parce qu'il pensait que tu échouerais rapidement. Quand tu n'as pas échoué, quand tu as réellement commencé à bâtir quelque chose, tu es devenu une menace. Si tu continuais à t'élever, les gens auraient pu commencer à se demander pourquoi le gendre surpassait les véritables de Rostand. Ils ne pouvaient pas laisser ça arriver. Alors, ils ont décidé de te détruire en premier et de s'emparer de tout ce que tu avais construit au passage. Alexandre est resté silencieux pendant un long moment. Puis il m'a regardé avec une lueur nouvelle dans les yeux. Quelque chose de plus dur. Qu'est-ce qu'on fait? Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, le soleil de novembre se couchait sur la propriété, peignant les arbres dénudés dans des tons orange et rouge. Demain, ai-je dit, nous commençons à démanteler tout ce que Victor de Rostand pense posséder. Mais ce soir, on se repose. Nous avons un long combat devant nous, et tu dois avoir l'esprit vif. Il a hoché la tête lentement. Papa, je n'aurais jamais dû te demander de rester en dehors de ça. Tu essayais de prouver quelque chose d'important. J'ai tendu la main et lui ai serré l'épaule. Et tu l'as prouvé. 4 ans de maltraitance et tu n'as jamais craqué. Tu n'es jamais devenu cruel comme eux. Ça vaut plus que n'importe quel succès commercial. Maintenant, monte voir Léo. Je dois passer quelques coups de fil. Alexandre a quitté le bureau et je suis resté seul avec mes pensées. Les documents dans ce dossier représentaient des années d'une planification criminelle minutieuse. Victor et Éléonore avaient tissé une toile conçue pour piéger mon fils et voler tout ce pour quoi il avait travaillé. Ils pensaient avoir effacé leurs traces. Ils n'avaient aucune idée qu'ils opéraient sur mon territoire depuis le début. Le lendemain matin, j'ai commencé à passer des appels. Antoine Laurent, à la banque privée, en premier. Antoine et moi faisions des affaires ensemble depuis 30 ans. J'avais construit la tour où se trouvait son agence centrale à Paris. Antoine, j'ai besoin de racheter des créances douteuses. Je lui ai donné une liste de chaque prêt, ligne de crédit et hypothèque associée à Victor de Rostand personnellement et à Rostand Immobilier en tant qu'entreprise. À midi, je possédais pour 35 millions d'euros des dettes de Victor. Sa maison de Neuilly-sur-Seine hypothéquée pour financer son train de vie. Ses voitures louées via les comptes de l'entreprise. Les cartes de crédit de sa femme plafonnées à cause des vêtements de créateur et des séjours au spa. Sa résidence secondaire sur l'île de Ré, utilisée comme garantie pour un prêt commercial qu'il avait déjà dépensé. Tout cela appartenait désormais au groupe Lefebvre. J'ai appelé Marc ensuite.
Le gala de ce soir au Ritz. Tout est en place. Confirmé, monsieur. La sécurité sur place a été remplacée par nos agents. L'équipe audiovisuelle nous obéit, et la brigade financière de la police judiciaire se tient prête avec des mandats d'arrêt. Bien. Et pour le transfert depuis les Caïmans? Je l'ai. Les autorités de régulation financière l'ont signalé pour enquête sur un blanchiment d'argent. Les 10 millions d'euros que Victor a essayé de virer à l'étranger n'iront nulle part. 10 millions d'euros que Victor avait siphonné de Rostand Immobilier au cours des 3 dernières années. De l'argent qu'il croyait bien caché dans des comptes caribéens. De l'argent qui servirait maintenant de preuve pour son procès. Encore une chose, a ajouté Marc, nous avons identifié le notaire que Victor a utilisé pour falsifier les documents sur les actions de la société Écran. Il a accepté de coopérer en échange d'une immunité. Nous avons donc des traces écrites pour tout. Absolument tout. Victor pensait être malin en utilisant des sociétés Écran et des comptes offshore. Il n'avait pas réalisé que chaque transaction crée des traces, et que les traces peuvent être saisies par la justice. J'ai passé l'après-midi à préparer des documents. 3 dossiers distincts, chacun contenant assez de preuves pour anéantir un aspect différent de la vie si soigneusement construite de Victor. Le premier dossier contenait les certificats de rachat de dettes. Tout ce que Victor pensait posséder était désormais à moi, prêt à être saisi à tout moment. Le deuxième dossier contenait l'analyse médico-légale des prêts falsifiés. Des témoignages d'experts confirmant que les signatures d'Alexandre étaient des fabrications numériques, avec les outils utilisés et les documents sources dont elles avaient été copiés. Le troisième dossier était le plus accablant, des registres de communication entre Victor, Éléonore et leur avocat, discutant du plan pour piéger Alexandre, obtenir la garde de Léo et liquider les actifs avant que quiconque ne réalise ce qui se passait. Ils avaient mis leur complot par écrit. L'arrogance laisse toujours des preuves. Alexandre est entré dans mon bureau alors que j'organisais les derniers documents. C'est l'heure? Presque. J'ai regardé ma montre. Le gala du prix de l'excellence économique commence à 19h. Victor recevra une récompense à 20h, une reconnaissance sans valeur achetée grâce à des dons caritatifs. 300 membres de l'élite parisienne regarderont son monde s'effondrer. Papa, a dit Alexandre prudemment. Je veux y être. Je sais. C'est pour ça que j'ai fait livrer un costume dans ta chambre. Il a cligné des yeux. Tu savais que je demanderais. J'ai souri, et cette fois, c'était un sourire chaleureux. Tu es mon fils. Je savais que tu voudrais voir la justice être rendue. Promets-moi juste une chose. Laquelle? Quand ce sera fini, quand Victor sera emmené par la police et qu'Éléonore hurlera, ne triomphe pas. Ne dis rien de méchant. Contente-toi de te tenir là et laisse-les voir l'homme qu'ils ont essayé de détruire, toujours debout et avec sa dignité intacte. C'est ça, la vraie victoire. Alexandre a hoché la tête lentement. J'ai compris. Bien. Habille-toi. On part dans 1 heure. Le grand salon du Ritz brillait sous les lustres en cristal, respirant la prétention de la vieille bourgeoisie. 300 invités en robe de créateur et smoking sur mesure circulaient entre les sculptures de glace et les fontaines de champagne, se félicitant d'accomplissements que la plupart d'entre eux avaient hérités plutôt que mérités. J'observais la scène depuis une loge privée au fond de la salle, dissimulée derrière des rideaux de velours. Victor de Rostand se pavanait dans la foule comme un homme qui possédait les lieux. Dans sa tête, c'était probablement le cas. Il portait un costume bleu nuit sur mesure avec une pochette qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de bien des gens. Sa femme Geneviève flottait à ses côtés, acceptant les compliments sur sa dernière initiative caritative, dont les fonds finançaient principalement ses habitudes de shopping. Éléonore se tenait non loin, scrutant déjà la salle à la recherche de sa prochaine cible. Elle avait déposé une demande de divorce ce matin-là, comme l'avocat d'Alexandre nous l'avait informé, invoquant des violences psychologiques et une mauvaise gestion financière. Elle s'attendait à récupérer la maison, la garde totale de Léo, et une pension alimentaire colossale. Au lieu de cela, elle s'apprêtait à recevoir une leçon magistrale sur les conséquences de la trahison. À 19h45, l'ambiance a basculé. Victor a vérifié son téléphone et s'est figé. J'ai vu son visage traverser une série d'émotions. Incompréhension, incrédulité, panique. Il a montré l'écran à sa femme. Son expression s'est décomposée.
Ils se sont tous les deux mis à tapoter frénétiquement sur leurs appareils, essayant différents comptes, différentes cartes. Tout était gelé. Tout était bloqué. Tout appartenait, depuis ce matin, à des sociétés que je contrôlais. Le réseau de chuchotement s'est activé. Je pouvais le voir se propager dans la salle. Les invités se penchaient pour partager les derniers ragots. Quelque chose à propos des comptes de Victor, quelque chose sur des avoirs gelés, quelque chose sur une enquête. À 20h, quand Victor devait monter sur scène pour recevoir son prix, la moitié de la salle le regardait différemment. L'admiration avait été remplacée par cette fin particulière que les gens riches réservent à la chute de l'un des leurs. Mesdames et messieurs, a annoncé le maître de cérémonie, c'est un immense honneur de remettre le prix de l'excellence économique de cette année à monsieur Victor de Rostand. Des applaudissements clairsemés, nettement moins enthousiastes qu'il n'aurait dû l'être. Victor s'est avancé vers la scène, chaque pas visiblement plus lourd que le précédent. La sueur brillait sur son front, ses mains tremblaient. Il a atteint le pupitre et s'y est agrippé comme un homme qui se noie s'accroche à un bout de bois. Merci à tous pour cet immense honneur, a-t-il commencé, la voix chevrotante. C'est un grand privilège de. L'écran géant derrière lui a clignoté. Au lieu du logo de Rostand Immobilier, une vidéo a commencé à être diffusée. La propre voix de Victor, enregistrée 3 mois plus tôt dans son bureau, a rempli la salle de bal. Laisse cet idiot signer tout ce qu'on lui met sous le nez. Le temps qu'il comprenne ce qui s'est passé, on aura tout transféré sur les comptes au Caïman. Alexandre va en prison. On garde l'entreprise. Éléonore récupère le gamin. Tout le monde y gagne, sauf ceux qui méritent de perdre. La salle a explosé de stupeur. 300 téléphones se sont levés simultanément. Filmant l'écran. Filmant le visage horrifié de Victor. Filmant l'histoire. La vidéo a continué. Des documents sont apparus à l'écran les uns après les autres. Les demandes de prêts falsifiés. Les relevés bancaires montrant l'argent fuyant vers des comptes offshore. Les journaux de communication détaillant le complot. Chaque élément de preuve estampillé avec une vérification judiciaire officielle. Victor a reculé en titubant du pupitre. Ce sont des mensonges. C'est un montage. Sécurité. Les agents de sécurité n'ont pas bougé. Ils travaillaient pour moi maintenant. Je suis sorti de derrière le rideau et j'ai marché lentement vers la scène. Mes pas résonnaient dans le silence stupéfait. Alexandre a émergé d'une entrée latérale et a marché à mes côtés. Bonsoir, Victor, ai-je dit, ma voix résonnant dans le microphone. Je crois que nous devons discuter de votre situation professionnelle. Son visage est devenu livide. De quoi parlez-vous? Je ne suis l'employé de personne. Je possède Rostand Immobilier. J'ai atteint le pupitre et me suis tenu à côté de lui. En fait, non. J'ai posé le premier dossier sur le pupitre. Rostand Immobilier a été racheté il y a 4 ans par le groupe Lefebvre via une société écran. Vous travaillez pour moi depuis tout ce temps. Chaque décision que vous avez prise, chaque salaire que vous avez touché, chaque prime que vous avez perçue, tout cela s'est passé au sein d'une entreprise qui m'appartient. Vous étiez mon employé, Victor, et je crains de devoir vous licencier. La salle était d'un silence absolu. La bouche de Victor s'ouvrait et se fermait sans émettre le moindre son. J'ai ouvert le deuxième dossier. Ces documents prouvent que vous avez commis une fraude totalisant 20 millions d'euros. Vous avez falsifié la signature de mon fils sur des demandes de prêt. Vous aviez prévu de lui faire porter le chapeau pendant que vous vous enfuyiez avec l'argent. Les preuves techniques sont formelles. J'ai posé le troisième dossier à côté des autres. Et ceci est un registre de vos communications avec votre fille et votre avocat, discutant de chaque détail de votre machination. Vous avez mis vos crimes par écrit, Victor. C'était remarquablement stupide. Sur le côté de la salle, 2 hommes en costume se sont approchés de la scène, leur brassard de la police judiciaire bien visible. Victor de Rostand, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, faux et usage de faux, usurpation d'identité et association de malfaiteurs. Vous avez le droit de garder le silence et de faire appel à un avocat. Victor n'a pas répondu. Il semblait avoir totalement cessé d'assimiler la réalité. Alors que les policiers l'emmenaient, Éléonore s'est précipitée vers la scène en hurlant « Papa, fais quelque chose. C'est une erreur. » Marc Dubois l'a interceptée avant qu'elle n'atteigne les escaliers. « Madame,
vous feriez bien de lire ceci. Il lui a tendu une enveloppe. Demande reconventionnelle de divorce. Votre mari demande la garde exclusive de votre fils en s'appuyant sur des preuves de complot en vue de commettre une escroquerie. Votre tentative de fabriquer des preuves de violence a été documentée et soumise au juge aux affaires familiales. Les appareils d'enregistrement que vous avez installés dans votre propre maison vous ont capturé en train de mettre en scène des incidents et de briefer votre avocat sur la façon de les présenter. Le cri d'Éléonore s'est dissous en sanglots. Elle s'est effondrée contre un pilier, sa robe de créateur s'étalant autour d'elle alors que son monde méticuleusement construit volait en éclats. Je me suis tourné pour m'adresser à la salle. Je vous présente mes excuses pour l'interruption de votre soirée. Profitez bien du reste du gala. Le champagne est excellent, et je crois que l'orchestre a encore plusieurs heures devant lui. Je me suis éloigné du pupitre et j'ai marché vers la sortie. Alexandre s'est mis au diapason à mes côtés. 300 visages nous ont regardés partir, certains horrifiés, d'autres fascinés, la plupart calculant déjà comment prendre leur distance avec le nom des deux Rostand. Dehors, le vent de novembre était vif et cinglant. J'ai pris une grande inspiration de l'air froid de Paris et j'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine, un poids dont je n'avais pas conscience. C'est fini, a dit Alexandre doucement. Non. J'ai secoué la tête. Cette partie-là est finie. Maintenant commence le travail le plus difficile. Que veux-tu dire? Je me suis tourné vers mon fils. La vengeance fait du bien sur le moment, mais elle ne guérit rien. Demain, nous commençons le vrai processus. Reconstruire ta vie. Aider Léo à comprendre pourquoi sa mère ne sera pas là pendant un moment. Lui apprendre que la famille n'est pas une question de lignée ou d'argent. Il s'agit d'être là les uns pour les autres quand les choses sont dures. Alexandre a hoché la tête lentement. Je veux faire mieux qu'eux. Je sais. J'ai tendu la main pour serrer son épaule. C'est pour ça que tu y arriveras. 2 semaines plus tard, j'étais assis sur un banc du parc de Sceaux, regardant Léo courir après les cygnes sur l'herbe givrée. Son rire résonnait clair et pur dans l'air de décembre, le son d'un enfant qui avait déjà commencé à guérir. Alexandre était assis à côté de moi. 2 gobelets de café fumants achetés à un kiosque réchauffaient nos mains. Les journaux télévisés avaient largement couvert l'affaire. Victor de Rostand, autrefois un homme d'affaires célébré, risquait maintenant des années de prison. Sa femme avait demandé le divorce dès l'instant où les comptes avaient été gelés, décidant visiblement que la loyauté était moins importante que de maintenir son niveau de vie. Elle essayait actuellement de sauver ce qu'elle pouvait de son rang social, une tâche désespérée étant donné que toutes les fondations de la ville l'avaient discrètement évincée de leur conseil d'administration. La situation d'Éléonore était plus complexe. Les preuves contre elle étaient accablantes, mais elle coopérait avec les procureurs en échange d'une peine plus légère. Elle avait accepté des visites médiatisées avec Léo, reconnaissant que ses actes la rendaient inapte à la garde principale. Alexandre m'a dit qu'elle avait pleuré en signant les papiers. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à cette idée. Je me sentais juste fatigué, triste, et soulagé que tout soit fini. Les tribunaux ont agi vite face à des preuves aussi claires. Alexandre a obtenu la garde exclusive de Léo. Les prêts falsifiés ont été annulés. La dette a été transférée sur la responsabilité personnelle de Victor. Rostand Immobilier a continué de fonctionner, désormais ouvertement sous la bannière du groupe Lefebvre, avec Alexandre installé au poste de PDG. Il avait mérité ce poste à la dure, en survivant à tout ce qu'il lui avait fait subir et en refusant de devenir comme eux. Papy. Léo a couru vers nous, les joues rougies par le froid, tenant une plume qu'il avait trouvée. Regarde ce que j'ai trouvé. Est-ce que je peux la garder? J'ai examiné la plume gris-bleu avec le plus grand sérieux. C'est une plume de cygne. Très précieuse. Tu devrais absolument la garder. Il a rayonné et l'a soigneusement glissée dans sa poche avant de repartir en courant. Alexandre a regardé son fils avec tendresse. Je vais être là pour lui. Papa. Vraiment là. Pas comme. Il a laissé sa phrase en suspens, mais je savais ce qu'il voulait dire. Pas comme je l'ai été. J'ai fini sa phrase doucement. À travailler 16 heures par jour, à rater les anniversaires et les spectacles de l'école, à bâtir un empire pendant que mon fils grandissait sans moi. Il m'a regardé, surpris. J'ai fait beaucoup d'erreurs, Alexandre. J'étais tellement concentré à prouver quelque chose, à construire quelque chose de durable, que j'ai manqué la plus grande partie de ton enfance.
Ta mère me suppliait de rentrer plus tôt. Je disais toujours la semaine prochaine, le mois prochain, après ce chantier. Je regardais Léo essayer d'attraper un autre oiseau, ses petites jambes s'agitant avec détermination. Puis elle est tombée malade, et soudain il n'y a plus eu de semaine prochaine. J'avais tout l'argent du monde et je ne pouvais pas racheter le temps que j'avais gâché. Alexandre est resté silencieux un long moment. Je ne t'en ai jamais voulu, papa. Je sais. Et ça rendait presque la chose pire. J'ai pris une gorgée de café, laissant la chaleur se répandre dans ma poitrine. Quand je t'ai vu sur ce banc, sur les quais avec Léo et ses 2 sacs. Je me suis revu 40 ans en arrière, tellement déterminé à prouver que j'étais à ma place, à gagner le respect de gens qui avaient déjà décidé que je n'étais pas assez bien. J'ai passé des décennies à mener cette bataille. Qu'est-ce que tu en as appris? J'ai appris que les gens dont le respect vaut la peine d'être obtenu ne te forcent pas à te battre pour l'avoir. Ils voient ta valeur sans que tu aies besoin de la prouver. Et les gens qui te font sauter à travers des cerceaux, qui t'imposent des tests que tu ne pourras jamais réussir. Ils ne sont pas les gardiens de quoi que ce soit qui vaille la peine d'être franchi. Alexandre a hoché la tête lentement. Victor n'allait jamais m'accepter. Peu importait ce que j'accomplissais. L'acceptation n'a jamais vraiment été sur la table. C'était juste une carotte qu'ils agitaient pour te faire courir dans leur eau. Je me suis tourné pour le regarder droit dans les yeux. La leçon la plus dure que j'ai dû apprendre, celle que j'apprends encore, c'est que le succès ne guérit pas les vieilles blessures. Je pensais que si je construisais quelque chose d'assez grand, d'assez impressionnant, ça prouverait enfin que j'en valais la peine. Mais aucune somme d'argent ne fait taire cette voix dans ta tête. Tu dois choisir de croire que tu suffis, peu importe ce que tu construis ou ce que pensent les autres. Léo est revenu en courant, essoufflé et heureux. Papa, papy, on peut prendre un chocolat chaud? Il y a une dame avec une charrette. Alexandre a souri et s'est levé. Bien sûr, mon grand. On y va. Je les ai regardés marcher vers le vendeur de chocolat chaud. La petite main de Léo solidement enroulée dans la main plus grande de son père. 2 semaines plus tôt, ils étaient assis sur un banc avec toute leur vie dans 2 sacs de sport. Maintenant, ils prenaient un chocolat chaud dans le parc, riant de rien, profitant simplement d'être ensemble. C'était ça, la vraie victoire. Pas le drame au tribunal ou l'humiliation publique de Victor de Rostand. La vraie victoire, c'était ça. Un père et son fils qui avaient survécu à quelque chose de terrible et qui en ressortaient de l'autre côté, toujours capables de ressentir de la joie. Ce soir-là, j'étais assis dans mon bureau avec un verre de scotch, regardant le feu crépiter dans la cheminée. La maison était silencieuse. Alexandre et Léo étaient dans l'aile des invités, s'installant dans ce qui allait devenir leur maison jusqu'à ce qu'Alexandre décide de ce qu'il voulait faire ensuite. Je lui avais proposé l'un de mes appartements à Paris, mais il voulait rester près de moi pendant un temps. Je comprenais. La famille a un goût différent quand on a failli la perdre. Mon téléphone a vibré. Un message de Marc. Tous les chefs d'accusation sont retenus. Date du procès fixée à mars. Libération sous caution refusée pour Victor, risque de fuite. J'ai posé le téléphone sans répondre. Il y aurait bien assez de temps pour les procédures judiciaires. Ce soir, je voulais penser à autre chose. J'ai repensé aux choix que j'avais faits au cours des 40 dernières années. Les contrats que j'avais signés, les immeubles que j'avais construits, les relations que j'avais sacrifiées sur l'autel de la réussite. J'ai pensé à ma femme, disparue il y a 15 ans, et à toutes les soirées que j'avais manquées parce qu'il y avait toujours une réunion de plus, un contrat de plus, une opportunité de plus qui ne pouvait pas attendre. J'ai pensé à Alexandre, grandissant avec un père qui était plus un concept qu'une présence, un nom sur un chèque plutôt qu'une main lançant un ballon. Et j'ai pensé à Léo, 5 ans, qui croyait encore que les grands-pères pouvaient tout réparer. La question était de savoir si je serais le genre de grand-père qui justifierait cette croyance, ou le genre qui laisserait le travail consumer le temps qui aurait dû appartenir à la famille. Il y a eu un petit coup frappé à la porte du bureau. Léo se tenait dans l'encadrement en pyjama, serrant un ours en peluche. « Papy, je n'arrive pas à dormir. » J'ai posé mon scotch et ouvert les bras. « Viens là, mon grand. » Il a traversé la pièce à petits pas et a grimpé sur mes genoux, se blottissant contre ma poitrine comme si c'était sa place, ce qui était le cas. « Tu peux me raconter une histoire ? » J'ai passé mes bras autour de lui et j'ai pensé à toutes les histoires que je connaissais.
Des triomphes commerciaux, des batailles d'entreprise, des victoires stratégiques et des ennemis vaincus. Aucune ne semblait appropriée pour un enfant de 5 ans à l'heure du coucher. Laisse-moi te parler de ton arrière-grand-mère, ai-je dit à la place. Elle est arrivée en France depuis le Portugal quand elle avait 17 ans. Elle ne parlait pas français. Elle n'avait pas d'argent. Elle a travaillé dans une conserverie de poissons pendant 12 ans pour payer les études de ton grand-père. Ça fait beaucoup de poissons, a dit Léo solennellement. Oui. Mais elle ne s'est jamais plainte. Elle disait toujours que le travail acharné était un cadeau, parce que ça signifiait que tu avais la chance de construire quelque chose. Chaque poisson qu'elle nettoyait était une brique de la maison qu'elle construisait pour sa famille. Elle a l'air gentille. Elle l'était. Elle m'a appris que les choses les plus importantes dans la vie ne sont pas du tout des choses. Ce sont des personnes. La famille que tu choisis d'aimer et le temps que tu choisis de passer avec eux. Léo a bâillé. Papy, est-ce que maman va revenir un jour? Je l'ai serré un peu plus fort. Ta maman a fait de mauvais choix, mon grand. Elle va devoir passer un peu de temps à réfléchir à ses choix et apprendre à en faire de meilleurs. Mais ton papa et moi serons toujours là pour toi. Toujours. Il est resté silencieux un instant. Je suis content que tu aies tout réparé, papy. J'ai embrassé le sommet de son crâne. Moi aussi, mon grand. Moi aussi. En quelques minutes, sa respiration a ralenti pour adopter le rythme du sommeil. Je suis resté là, à la lueur du feu, tenant mon petit-fils, pensant aux secondes chances et aux personnes qui les méritent. Victor de Rostand ne méritait pas de seconde chance. Il avait utilisé sa première pour blesser les gens qui lui faisaient confiance. Mais Léo, oui. Alexandre, oui. Et peut-être que si j'y mettais de l'attention et de la volonté, moi aussi. Demain, je commencerai à restructurer mon emploi du temps. Moins de réunions, plus de visites au parc. Moins de conférences téléphoniques, plus d'histoires pour s'endormir. J'avais passé 40 ans à bâtir un empire. Maintenant, j'allais passer le temps qu'il me restait à bâtir quelque chose de plus important. Une famille qui se savait aimer. Un petit-fils qui grandirait en connaissant le visage de son grand-père, pas juste son nom sur la façade d'un immeuble. Un héritage mesuré en souvenirs, pas en euros. Dehors, la neige avait commencé à tomber. Les premiers vrais flocons de décembre recouvraient la propriété de blanc. Léo a légèrement bougé dans mes bras, a murmuré quelque chose d'incompréhensible, et s'est rendormi. J'ai regardé la neige s'accumuler sur le rebord de la fenêtre et je me suis fait une promesse. Je serai là pour chaque pièce de théâtre à l'école, chaque match de rugby et chaque genou écorché. Pour chaque mauvais rêve, chaque chagrin d'amour et chaque moment de doute, je serai le grand-père que Léo méritait, pas le père qu'Alexandre avait été forcé d'accepter. Il n'était pas trop tard. C'était ça, le miracle des secondes chances. Il n'est jamais trop tard pour choisir une autre voie. Si vous êtes resté avec moi tout au long de ce voyage, à travers la trahison, la stratégie et l'heure des comptes, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi, auriez-vous fait de même pour protéger votre famille? J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seul dans ce cas. Et un petit conseil, ce qui vient ensuite est la partie la plus importante, plus que n'importe quelle victoire au tribunal ou conquête financière. Si vous préférez retenir la justice de ce soir comme conclusion finale, vous êtes libre de vous arrêter ici. Mais si vous voulez comprendre ce que cette histoire m'a réellement appris, restez avec moi encore un instant. Victor de Rostand a été condamné en mars à 14 ans de prison ferme. Ses actifs ont été liquidés pour rembourser les prêts frauduleux. La maison de Neuilly a été vendue pour éponger ses dettes. La résidence secondaire de l'île de Ré est devenue un centre de réinsertion pour jeunes en difficulté, acheté par une fondation que j'ai créée au nom de ma femme. Éléonore a écopé de 5 ans de mise à l'épreuve avec obligation de soins. Elle voit Léo un week-end sur 2 maintenant. Des visites sous surveillance dans un lieu neutre. Alexandre me dit qu'elle essaie de s'améliorer. J'espère que c'est vrai, pour le bien de Léo. Les enfants ont le droit de croire que leurs parents peuvent changer. Geneviève de Rostand s'est remariée dans l'année avec un promoteur immobilier à Monaco. Elle n'a plus jamais adressé la parole à son ex-mari après le procès. La loyauté, s'est-il avéré, était purement transactionnelle pour les femmes de Rostand. Alexandre dirige l'ancienne entreprise de Victor aujourd'hui, bien qu'il l'ait rebaptisé Nouveau Cap Immobilier. Un nouveau départ, a-t-il dit.
Un nouveau nom, de nouvelles valeurs, une nouvelle façon de faire des affaires. Il a instauré une participation aux bénéfices pour les employés, des obligations d'investissement communautaires pour chaque projet, et des directives éthiques strictes qui auraient fait s'étouffer Victor avec son champagne. Il entraîne aussi l'équipe de rugby de Léo cet hiver. Il ne manque jamais un entraînement, jamais un match. Il devient le père que j'aurais dû être. Quant à moi, j'apprends que la retraite ne consiste pas à s'arrêter. Il s'agit de choisir ce que l'on veut commencer. Je fais du bénévolat 2 fois par semaine dans un programme d'entrepreneuriat pour les jeunes en centre-ville, apprenant à des enfants issus de milieux difficiles comment créer des entreprises. Certains d'entre eux me rappellent qui j'étais à cet âge. Affamé, déterminé, convaincu que le succès résoudrait tous leurs problèmes. J'essaie de leur enseigner ce que j'aurais aimé que quelqu'un m'enseigne. Que le succès sans la famille, c'est juste de la solitude avec de beaux meubles. Que la vengeance, aussi satisfaisante soit-elle, ne comble pas les trous laissés par la trahison. Que la meilleure chose que vous puissiez construire n'est pas une entreprise ou une fortune, mais une vie où les gens que vous aimez savent qu'ils sont aimés. Léo a 6 ans maintenant. Il a perdu 2 dents, a appris à faire du patin à glace en arrière, et a décidé qu'il voulait être pompier, ou peut-être astronaute, ou peut-être les deux. Il me demande toujours des histoires avant de dormir la plupart des soirs, et je les lui raconte toujours. Des histoires sur son arrière-grand-mère et l'usine de poissons. Des histoires sur la construction de choses qui ont du sens. Des histoires sur le fait d'être présent pour les gens qui ont besoin de vous. La semaine dernière, il m'a demandé ce qu'était un héritage. Je lui ai dit que c'est ce dont les gens se souviennent de vous après votre départ. Il y a réfléchi pendant un moment. Puis il a dit, je veux que les gens se souviennent que j'étais gentil. Je lui ai dit que c'était le meilleur héritage que quiconque puisse espérer. En repensant à tout ça aujourd'hui, assis sur ce même banc du parc de Sceaux où Léo a appris à courir après les cygnes, j'ai réalisé quelque chose d'important que je dois partager avec vous. Ne soyez pas comme moi. Ne passez pas 4 décennies à bâtir une fortune pendant que votre famille grandit sans vous. Ne laissez pas la fierté vous convaincre que vos enfants doivent faire leurs preuves par la souffrance. N'attendez pas d'avoir 65 ans pour apprendre que la seule chose qui vaille la peine d'être possédée, ce sont les personnes qui choisissent de rester à vos côtés. Les histoires comme la mienne, celles qui parlent de vengeance, de guerre d'entreprise et d'ennemis corrompus abattus. Elles font des récits captivants. Mais vous savez quoi? Les meilleures histoires ne parlent pas de destruction. Elles parlent de construction, de présence, de la réponse qu'on donne quand quelqu'un qu'on aime dit « j'ai besoin de toi ». Les vraies histoires de famille s'écrivent dans la présence, pas dans le pouvoir. Dans le pardon, pas dans la fureur. Dans le choix quotidien de donner la priorité aux personnes plutôt qu'au profit. La vie m'a accordé 3 chances que je ne méritais pas. D'abord, elle a préservé mon fils quand j'ai échoué à le protéger. Ensuite, elle m'a donné les ressources pour riposter quand d'autres n'en avaient aucune. Enfin, elle m'a accordé Léo, un rappel vivant que l'héritage ne se mesure pas en mètres carrés ou en chiffre d'affaires annuel, mais dans la qualité de l'amour que nous transmettons. Les textes anciens nous disent « À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il y perd son âme ?» J'avais gagné le groupe Lefebvre, 800 millions d'euros de revenus annuels, des propriétés à travers toute la France. Mais j'ai failli perdre ce qui comptait le plus. Ma famille. Ma présence dans la vie de ceux qui avaient besoin de moi. Ma chance d'être plus qu'un simple nom sur un chèque. Les histoires de famille ne devraient pas parler de victoire au tribunal et de démantèlement financier. Les histoires de famille qui valent la peine d'être transmises parlent du grand-père qui a appris à faire du patin à glace à 65 ans parce que son petit-fils voulait un partenaire. Du père qui a refusé une promotion parce que cela impliquait de rater trop d'histoires du soir. De la grand-mère qui a choisi la présence plutôt que la perfection, se montrant imparfaite mais constante, jour après jour. Ce sont ces histoires de famille qui comptent vraiment, celles qui résonnent à travers les générations, non pas pour leur aspect dramatique, mais pour leur vérité. Si vous faites face à une trahison comme je l'ai fait, que ce soit de la part de votre belle famille, de partenaires commerciaux ou de personnes à qui vous avez confié votre cœur. Souvenez-vous de ceci, la justice est importante. La dignité est importante. Mais ne laissez pas le combat vous consumer au point d'oublier pourquoi vous vous battez. Nous n'avons pas été mis sur cette terre pour détruire nos ennemis. Nous avons été mis ici pour aimer nos familles, pour défendre ce qui est juste, pour transmettre à la génération suivante quelque chose de bien meilleur que la richesse.
pour montrer aux enfants de nos vies à quoi cela ressemble quand quelqu'un les choisit, encore et encore, dans les petits moments que personne d'autre ne voit. La meilleure vengeance n'est pas la destruction. C'est de bien vivre, d'aimer profondément, et d'enfin rentrer à la maison. Léo m'attend en ce moment. Nous avons un entraînement de rugby.